À Rome, Silvio Berlusconi a prêté serment comme nouveau président du Conseil. Son gouvernement comporte 5 ministres néofascistes, une présence qui inquiète les partenaires européens de l'Italie. Dossier complet dans ce journal. Scène de liesse à Gaza avec l'arrivée des premiers policiers palestiniens qui marquent symboliquement le début du transfert des pouvoirs entre Israël et l'OLP dans les territoires occupés. Les Français de plus en plus indifférents devant la religion institutionnelle, c'est ce qui résulte d'un sondage très complet que nous développerons dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Chronique d'une guerre oubliée. Les combats font à nouveau rage à Kigali, la capitale rwandaise. Des bombardements provoquent un nouvel exode dramatique de la population civile réfugiée dans des camps de fortune. Nos envoyés spéciaux, Éric Monnier et Pierre-Laurent Constant, ont pu effectuer une reconnaissance macabre dans ce pays martyr, accompagné ou plutôt guidé, entre guillemets, par un officier Tutsi. L'odeur est pestilentielle. Les corps en décomposition de familles entières bornent encore la route entre la frontière tanzanienne et Kigali. Les uns, surpris dans leur maison, d'autres, froidement exécutés, les mains liées dans le dos. Sans doute pour prouver l'ampleur du massacre, les rebelles du Front populaire rwandais, le FPR, qui a repris la région à l'armée gouvernementale, ne se sont toujours pas décidés à enterrer ces morts. Ils baladent les journalistes, une sorte de safari de l'horreur. Malgré l'appel du FPR, leur garantissant la sécurité plus de 3 semaines après la tuerie, ils sont encore rares, les réfugiés rwandais, à oser revenir dans leur village. La guerre ici n'a jamais été entre les deux ethnies, Hutu et Tutsi. La guerre ici oppose les démocrates aux dictateurs qui ont commis ces massacres que vous voyez. À une trentaine de kilomètres seulement de Kigali, où les combats à l'arme lourde continuent, l'hôpital de Gaïni, le dernier en état de fonctionner dans la région. Médecins du Monde y a ramené une équipe chirurgicale, aussitôt la fin du massacre. On y croise aussi les premières missions exploratoires du Comité international de la Croix-Rouge qui tente d'évaluer la situation. À l'hôpital de Gaïni, les patients sont souvent très jeunes, principalement d'ethnie Tutsi, le plus souvent mutilés d'un bras ou d'une jambe ou blessés à la tête par de redoutables planches à clous, l'arme préférée des exécuteurs. J'ai essayé de fuir avec ma famille, mais les miliciens m'ont tiré une balle dans la jambe. Dans ma famille, tout le monde a été tué. Ils voulaient tuer aussi les enfants Tutsi, surtout les garçons, pour les empêcher plus tard de se venger. À Gaïni, il y avait un hôpital, c'est maintenant aussi un orphelinat. Silvio Berlusconi a prêté serment. Aujourd'hui à Rome, l'homme d'affaires va diriger un gouvernement de coalition qui marque le retour au pouvoir de la droite dure en Italie. Un gouvernement largement dominé par les proches collaborateurs de celui que l'on a baptisé là-bas le Cavaliere et qui comporte aussi 5 ministres fascistes pour la première fois depuis la fin de la guerre. Commentaire Didier Pelbaum. Il lui a fallu 6 semaines de négociations avant de pouvoir jurer fidélité à la Constitution et aux intérêts exclusifs de la nation italienne. Il a dû proposer au moins 8 portefeuilles différents à certains candidats. Le résultat est une coalition hétéroclite de 25 ministres, dont une seule femme. 9 de Forza Italia, son propre parti, 5 de la Ligue du Nord, 5 de l'Alliance nationale, l'extrême droite, et 2 petits partis centristes pour faire la pointe. La nouveauté, c'est l'entrée dans le gouvernement italien pour la première fois depuis 50 ans de ministres d'inspiration fasciste. Elle, c'est Adriana Polibortone, ministre de l'Agriculture, du MSI, tout comme le vice-président du Conseil, Giuseppe Tattarella, ministre des Postes et Télécommunications. L'autre fait marquant, c'est la venue de cet homme de 39 ans, Roberto Maroni, au ministère de l'Intérieur. C'est un fédéraliste de la Ligue du Nord. Malgré les avertissements du président Scalfaro, le Premier ministre Berlusconi a gardé des postes clés pour ses proches. Giulio Tremonti, les finances, Antonio Martino, les affaires étrangères, et son excellent ami et avocat César Previti à la défense. La question est de savoir si c'est bien là l'équipe qui réalisera le miracle promis par Berlusconi lors de la campagne. Un responsable important du MSI est donc désormais le numéro 3 du gouvernement italien. Le mouvement social italien est un mouvement néofasciste, certains préfèrent dire post-fasciste, qui compte donc, on l'a vu, 5 ministres dans ce cabinet Berlusconi. Reportage de notre correspondant permanent à Rome, Alain de Chalvron.
Le soir des élections, le 28 mars, les militants du MSI et de l'Alliance nationale célèbrent à leur manière leur victoire. À leur manière, c'est-à-dire comme ici en octobre 92, avec le folklore habituel des néo-fascistes, salut romain, évocation des chemises noires et drapeau marqué du faisceau. Il y a 1 an et demi, au cours de cette manifestation, Gianfranco Fini, le leader de l'Alliance nationale, était au milieu de ses partisans. Aujourd'hui, il affirme s'être débarrassé des oripeaux du fascisme. Il n'existe pas en Italie une menace fasciste. L'Alliance nationale, c'est une droite moderne, européenne, démocratique. Alors, où est la vérité? Dans cette profession de foi démocratique endossée par Berlusconi, ou lorsque dans une interview, il affirme que Mussolini est le plus grand homme du XXe siècle. À la base, dans les sections, on cultive visiblement le mythe du Duce et on se déclare volontiers fasciste. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui encore vous êtes fasciste? Si. Oui. Pour moi, c'est un honneur. À l'intérieur du parti, il y a des luttes même pour arriver à un changement définitif, réel, de position de personnes humaines, d'êtres humains qui font partie de la dirigeance du parti, qui ont des nostalgies. Ces nostalgies sont mortes, elles n'existent plus. Le mot est lâché. Il y a à l'intérieur du parti une lutte entre les anciens et les modernes. Pour le moment, la ligne Fini, transformer le MSI en parti de droite classique, débarrassé des marques du passé, est gagnante. Mais demain. Il est impossible de faire des coups d'État, de prendre des positions de pouvoir totalitaires. Impossible. Donc, une droite italienne est une droite modérée aujourd'hui. Et personne, je pense, personne à l'intérieur de mon parti ne peut me démentir. Gianfranco Fini, en posant à côté de Bossi et Berlusconi, a gagné la première manche. Il lui reste maintenant à convaincre les Européens. Autre inquiétude pour les Européens, la présence dans ce gouvernement de responsables de la Ligue du Nord, à commencer par le nouveau ministre des Affaires étrangères qui ne dissimule pas ses réticences vis-à-vis de la construction européenne. La Ligue du Nord est une formation qui milite pour un fédéralisme pur et dur qui permettrait, en caricaturant un peu, aux riches du Nord de l'Italie d'abandonner à leur sort les pauvres du Sud. Reportage Gérard Beaufils. La Ligue du Nord contre le Sud, les riches face aux pauvres, la campagne contre les villes, cela ne date pas d'hier en Italie. Depuis la chute de Napoléon et avant même la mainmise du régime fasciste, Milan était déjà la capitale économique de ce pays. En s'appuyant sur les milieux d'affaires et les grandes industries du Nord, le Duce a donné à la Lombardie le sentiment d'être le poumon d'une nation qui administre dans la capitale et qui ne travaille pas au Sud dès que le soleil brille. Régionaliste, fédéraliste, le chef de file de la Ligue du Nord, Umberto Bossi, joue sa région contre le reste de l'Italie et il a su transmettre à ses 5 millions d'électeurs le même message élitiste qui permet aujourd'hui à sa formation politique d'obtenir des postes clés dans le nouveau gouvernement Berlusconi. Milan, qu'on appelle volontiers la capitale morale de l'Italie, là où ont été initiées les opérations main propre pour lutter contre la corruption dans la classe politique, est aussi la ville où ont été révélées les premières affaires de collusion entre l'argent et le pouvoir. Tout cela, pour l'instant, est apparemment oublié dans l'euphorie du succès électoral. Nous retrouvons en direct de Rome notre correspondant permanent, Alain de Chalvron. Bonsoir Alain. Bonsoir. Il ne faut pas avoir peur de le dire, cette arrivée de 5 ministres fascistes dans le cabinet italien semble beaucoup plus troubler les Français que les Italiens eux-mêmes. Oui, écoutez, ici, ça ne provoque pas vraiment de polémique. Dans les journaux, ce matin, par exemple, il n'y en avait qu'un, Il Manifesto, un journal communiste, pour souligner le danger noir, le danger fasciste. C'est sans doute qu'en Italie, le fascisme n'a pas laissé les mêmes souvenirs tout à fait qu'ailleurs, et qu'en particulier en France. Et puis d'autre part, l'opération de polissage du parti, de respectabilisation du parti, entreprise par Fini, a certainement porté ses fruits. Et par exemple, à gauche, on estime qu'il n'y a finalement rien d'anormal à ce que des ministres néofascistes du MSI soient au gouvernement, puisqu'après tout, ils ont remporté 13% des voix aux élections. Les Italiens, Alain, sont peut-être davantage troublés par la concentration du pouvoir entre les mains de proches collaborateurs de Silvio Berlusconi et puis peut-être par l'inexpérience des nouveaux ministres qui sont presque tous des néophytes.
Oui, la concentration de pouvoir autour de Berlusconi a fait l'essentiel des titres ce matin. C'est-à-dire que Berlusconi, non seulement continue à être propriétaire de 3 chaînes de télévision, mais il contrôle maintenant le service public, la RAI, et puis il a, au sein du gouvernement, constitué une sorte d'équipe restreinte, faite de conseillers, de vieux amis, de collaborateurs, par exemple. Son avocat personnel et l'avocat de son groupe, Cesare Previti, il voulait le mettre au ministère de la Justice. Quand on connaît l'importance des affaires de justice en Italie et peut-être certaines implications de son propre groupe, la Fininvest, dans ces affaires, ça a soulevé naturellement un tollé et finalement Berlusconi n'a pas pris Previti au ministère de la Justice mais au ministère de la Défense. Mais enfin, il est toujours là, il est là au sein du gouvernement et avec d'autres, il risque de constituer une sorte de cabinet restreint et c'est l'objet certainement de grandes craintes. Je vais vous donner un dernier exemple. La prestation de serment du gouvernement ce matin n'est pas passée à la télévision sur le service public, comme il aurait été normal qu'elle le soit, mais elle est passée sur une des chaînes de Berlusconi. Merci Alain de Chalvron. L'entrée dans le gouvernement italien de militants fascistes provoque bien évidemment de sérieux remous politiques, notamment en France. Hier à la télévision, François Mitterrand a regretté cet événement tout en mettant en avant le libre choix démocratique des Italiens. Jacques Lang, lui, prône carrément une mise en quarantaine des ministres fascistes lors des prochaines réunions européennes. Je vous propose d'entendre d'autres réactions recueillies par Jérôme Catala. Il faut montrer que nous désapprouvons la philosophie, mais que nous souhaitons une participation croissante de l'Italie à la construction européenne. Cette double attitude, refus de cette philosophie, si on peut l'appeler ainsi, et ouverture d'esprit vis-à-vis de l'Italie elle-même comme pays européen majeur, je crois que nous pouvons l'avoir sans renier quoi que ce soit de nos convictions. Ce qu'il faut, c'est faire preuve d'une très grande vigilance. Et il faut que nos amis italiens sachent qu'on vit dans un monde international et dans un monde européen où dans ce domaine, on ne transigera pas sur les grands principes de la démocratie et de l'humanisme. Ça prouve que l'Italie est un pays plus libre et plus démocratique que la France. Voilà un parti qui est qualifié de néofasciste et qui rentre au gouvernement, alors qu'en France, le Front National, qui n'a pourtant absolument pas toutes ses références et toutes ses nostalgies, est tenu à l'écart. Si à telle ou telle occasion, sur tel ou tel sujet, il apparaît clairement que l'idéologie fasciste ressurgit dans les positions défendues par les représentants de l'Italie, je crois qu'il faudra être intraitable. La vraie question politique, c'est pas de savoir si on va serrer la main ou pas, hein, c'est de savoir si l'Europe telle qu'elle se construit ne favorise pas partout la montée d'un fascisme nouvelle manière. La préparation des élections européennes du 12 juin, Philippe de Villiers a créé la surprise en annonçant aujourd'hui la présence en 4e position sur sa liste du juge Thierry Jean-Pierre. L'ancien juge d'instruction du Mans, bien connu pour ses enquêtes sur le financement des partis politiques, a expliqué qu'il avait décidé de sauter le pas pour briser le mur du silence sur la corruption en France. Véronique Saint-Olive. Philippe de Villiers s'affichait déjà avec Jimmy Goldsmith et Charles de Gaulle. Aujourd'hui, il rajoute une cerise sur le gâteau. S'il vous plaît, par ici, s'il vous plaît. Une 3e recrue médiatique, un 3e symbole pour le leader de la liste qui revendique une autre Europe. Thierry Jean-Pierre, lui, en sautant le pas, perd sa casquette de juge, quitte la chancellerie et abandonne officiellement toutes ses illusions. En matière judiciaire, je crois bien que j'ai tout fait. Je suis, moi, au bout d'un parcours, je change donc de voie en toute connaissance de cause, en sachant que maintenant, il n'y a, j'ai failli dire malheureusement, pardonnez-moi, mais il n'y a que la voie politique pour effectivement faire changer les choses. Ainsi, le juge qui ne croit plus en la justice rejoint-il l'homme politique qui ne croit plus en la politique? L'un et l'autre comptent sur la campagne européenne pour marquer leurs différences et se poser en croisée d'une morale nouvelle. Ils annoncent déjà qu'après cette bataille-là, ils attaqueront les présidentielles à leur manière, une façon pour tous les deux de franchir définitivement le Rubicon. En célébrant hier 10 mai ses 13 années de présence à l'Élysée, François Mitterrand a profité de cette prestation télévisée pour réaffirmer ses prérogatives constitutionnelles, notamment en tant que chef des armées. Pour le président, sa décision de suspendre les essais nucléaires français est un point de désaccord majeur avec Édouard Balladur. D'autre part, François Mitterrand a laissé entendre assez clairement qu'il voterait pour la liste Rocard aux européennes. Manifestement préoccupé par sa sortie, le chef de l'État a plaidé son propre bilan sur le thème « Tout n'est pas parfait, mais j'ai fait ce que j'ai pu ». Moi, je fais ce que j'ai cru devoir faire. Je mesure assez les choses importantes qui ont pu être accomplies sur le plan intérieur et sur le plan extérieur. Je vois tout ce qui aurait dû être fait, qui n'a pas été fait.
c'est une action humaine. Par exemple, quel est votre regret? Je crois pouvoir dire que toute œuvre, c'est la philosophie que j'en tire, toute œuvre artistique, esthétique, philosophique, pratique des choses, politique, toute œuvre est inachevée. Mais c'est dire qu'elle reste au-dessous de l'espérance. Mais en même temps, on peut regarder derrière soi, si on a fait quelques mètres, quelques kilomètres sur le chemin qu'on s'est tracé, plutôt que de mettre le sac au bord de la route et de s'arrêter, épuisé, c'est qu'on a mené sa vie d'une façon, comment dirais-je, honorable. Dans les commentaires de ce matin, certaines langues fielleuses expliquent que François Mitterrand est occupé à ciseler sa propre stèle. Alain Duhamel, bonsoir. Est-ce qu'on peut préciser quel était, aux yeux du président, l'objectif de l'émission d'hier soir? Je crois que ça n'était pas du tout d'annoncer des décisions, c'était en fait de manifester deux intentions. La première, celle d'exercer ses prérogatives jusqu'au bout, pendant les 12 mois qui lui restent, autrement dit de manifester son influence. Et puis l'autre, c'est effectivement de commencer à faire son propre bilan et pour prendre le moins de risques possible, eh bien, à s'y employer lui-même. Alors ce genre de choses, c'est ces doubles objectifs, on l'a constaté à propos de l'Europe. Sur l'Europe, à la fois, il disait que le bilan était positif, puis en même temps, c'était un coup de pouce pendant la campagne électorale. On l'a vu à propos, effectivement, de la dissuasion nucléaire. Il réaffirmait ses positions, il rappelait en même temps pour tout le monde exactement ce qu'il était à propos de la dissuasion nucléaire. On l'a vu aussi en politique intérieure, quand il a critiqué la politique sociale, courtoisement, mais fermement, d'Édouard Balladur. Je dirais qu'il a fait tout ça sur un ton de patriarche à l'autorité bienveillante. Alors avant cette émission, Michel Rocard avait déclaré attendre de cette prestation présidentielle de l'émotion et de la clarté. Je pense qu'il a été davantage servi en termes de clarté que d'émotion. Il faut dire que le président a eu plutôt des mots aimables pour Bernard Tapie que pour Michel Rocard. Je crois que là c'était d'une simplicité biblique. La sympathie c'était pour Bernard Tapie et le vote c'était pour Michel Rocard. Le président de la République a expliqué que Bernard Tapie était une personnalité qui avait une énergie inouïe. Visiblement il est sensible à son dynamisme et à ses options politiques, bien entendu, et puis vis-à-vis de Michel Rocard et vis-à-vis des socialistes en général d'ailleurs. Il a expliqué qu'il ne pouvait y avoir pour lui, étant ce qu'il était, ayant fait ce qu'il a fait, étant le président qu'il est, d'autres choix que le choix socialiste. Derrière ça, il y a bien entendu une attention qui est comme toujours une gauche à trois pieds, avec un pied central socialiste, avec les communistes, et puis aussi avec une gauche non communiste modérée qui prend maintenant les traits, disons, inattendus de Bernard Tapie. Merci beaucoup Alain Duhamel, bienvenue à bord puisque nous aurons le plaisir de vous retrouver très régulièrement dans ce journal de 20 h. Le tableau de bord de l'économie française avec deux indicateurs importants. Ce soir, les prix de détail ont augmenté de 0,3% en avril, soit en année mobile une inflation de 1,7%. Autre chiffre, la production industrielle hors BTP a augmenté en février de 0,6%, chiffre qui confirme la tendance à la reprise. Aujourd'hui, les différents instituts économiques annoncent prudemment, bien sûr, le bout du tunnel. La croissance de la production nationale pourrait approcher les 2% cette année. Pour y voir plus clair, Antoine Cormery et Jean-Louis Boussert ont interrogé directement quelques-uns des principaux acteurs de notre économie. Aujourd'hui, nous constatons des signes évidents de reprise dans le bâtiment, notamment dans le domaine de la construction de logements et dans la rénovation de logements. Ceci étant, il manque toujours dans nos activités des entreprises celles qui concernent les travaux dans l'immobilier de bureaux, de commerce, d'industrie. Et ceci veut dire à l'évidence que le bâtiment peut avoir une reprise par lui-même, avec l'activité logement, mais qu'il a besoin du renouveau industriel et commercial, c'est-à-dire le renouveau de toute l'économie française. Autre baromètre de la reprise, les petites annonces idéales pour mesurer la santé de l'emploi. Il serait aujourd'hui extrêmement prématuré de parler de reprise des offres d'emploi dans la presse écrite en France. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu au mois de novembre 1993 un arrêt net de la dégradation d'un marché qui s'était effondré sur les 3 dernières années, mais nous en saurons beaucoup plus au mois de juin et au mois de septembre. Et dans la grande distribution, le client retrouve-t-il le goût de remplir son chariot? En un mot, peut-on parler de... La reprise, disons qu'effectivement, nous ressentons dans le groupe Auchan depuis quelques mois des frémissements. Nous les ressentons en particulier dans l'alimentaire, mais également dans l'électroménager et le bricolage.
Et le dernier commentaire, c'est que lorsque l'on bloque le développement de nos hypermarchés, on bloque en même temps ceux qui construisent pour nous et ceux qui produisent pour nous. Et pour séduire un client qui se remet doucement à ses emplettes, rien de tel que la pub. Des spécialistes comptabilisent donc avec minutie le moindre petit budget. Sur le premier trimestre 1994, les études menées par Secodic montrent que le nombre de messages que vous avez vus ou entendus à la télévision ou à la radio est en nette augmentation. Plus 13% à la télévision, plus 23% à la radio. Pour la presse et l'affichage, les résultats sont beaucoup moins encourageants. La situation du marché publicitaire reste contrastée selon les médias, mais des signes de reprise très nets sont perceptibles. Maintenant qu'on a créé l'envie avec de nouvelles pubs, reste à assouvir cette envie. Rayon électroménager, un spécialiste du crédit à la consommation scrute les signes de reprise. Dans le crédit à la consommation, nous ressentons un frémissement certain depuis le mois de février, particulièrement dans l'automobile. Dans l'équipement général des ménages, en revanche, le frémissement est moindre. Si ces tendances se poursuivaient dans les mois qui viennent, on pourrait véritablement parler de reprise, et la baisse des taux d'intérêt serait un précieux adjuvant de cette reprise. Oui, en somme, c'est évident, la reprise, tout le monde y aspire. Mais après tant d'espoirs déçus, les analystes économiques ont appris la prudence. Pas facile de faire des prévisions, surtout quand elles concernent l'avenir. Autre chiffre qui confirme la profondeur de la crise économique et sociale en France, plus de 800 000 personnes perçoivent le RMI, soit une progression de 21% par rapport à l'an dernier. Fâcheux contretemps pour celles et ceux qui voulaient profiter du pont de l'Ascension pour aller prendre le soleil en Corse, en Italie ou encore au Maghreb. Suite à une grève de la SNCM, le trafic maritime en Méditerranée est suspendu au moins jusqu'à lundi. Il y a au moins un endroit au monde où la police est populaire, c'est la bande de Gaza, où les Palestiniens assiègent joyeusement le premier contingent de policiers venus remplacer les soldats israéliens. Reportage de nos envoyés spéciaux, Isabelle Bechler, Patrick Voix. Ce sont les plus anciens des soldats de l'armée de libération de la Palestine qui sont entrés cette nuit dans la bande de Gaza. Il s'agissait de rendre hommage aux vieux combattants en leur permettant de fouler les premiers leur terre natale. Partis depuis 25, 27, 30 ans parfois, combattre Israël depuis l'étranger, ils retrouvent leur pays dans les effusions. Aujourd'hui, pour notre pays, c'est une renaissance. Tout change en effet aux abords du bâtiment de l'administration civile israélienne de Deir el-Balah, qui vient d'être remis aux Palestiniens. Les barbelés ont déjà partiellement disparu, on enlève les obstacles anti-voitures piégées. Et la foule n'en croit pas ses yeux. Les Israéliens ont disparu de la ville. Les uniformes kaki qui les remplacent sont ceux des leurs. Une vie plus normale peut commencer. Et pour les enfants, rien ne va plus. Les miradors contre lesquels ils lançaient assidûment des pierres chaque jour que Dieu fait sont devenus des lieux de jeu le temps d'un matin de liesse. Toute la population a envahi l'ancien centre d'interrogatoire de la police israélienne en une espèce de prise de la Bastille à l'échelle de Deir el-Balah. Les accords du Caire nous ont attribué 8 bateaux pour garder nos côtes, si Dieu le veut. Garder les côtes, assurer l'ordre, maintenir la paix entre les factions palestiniennes, garantir la sécurité des colons israéliens, voilà quelques-unes des tâches des forces palestiniennes. Moi, j'ai combattu 30 ans, 3 guerres pour rien que du sang. Il n'y a rien de tel que la paix pour notre peuple. Écoutez comme ils sont heureux. Pas question pour ces anciens de réprimer d'autres Palestiniens qui seraient contre le processus de paix. De plus jeunes recrues se chargeront peut-être de ces tâches ingrates, maintenir l'ordre à tout prix pour préserver le processus. Le Yémen s'enfonce dans une guerre civile de plus en plus meurtrière. Un quartier très peuplé de la capitale, Sanaa, a été frappé cette nuit par un missile Scud. Dernier bilan, au moins 23 morts. Ce sont les premières victimes civiles dans la capitale depuis le début des combats mercredi dernier. Ce missile a été envoyé, semble-t-il, par les forces du Parti socialiste actuellement repliées à Aden et qui tentent de contenir l'avancée des troupes de l'homme fort de Sanaa, le président Saleh. Lors des questions d'actualité cet après-midi à l'Assemblée, Édouard Balladur a assuré que le gouvernement français entendait, je le cite, obtenir la libération sans condition des 11 otages, entre guillemets, français de l'organisation humanitaire Première Urgence, détenus, vous le savez, par les Serbes bosniaques depuis maintenant plus d'un mois. De la façon la plus cynique, pour reprendre les termes du Premier ministre. Notre envoyé spécial à Sarajevo, Stéphane Magnier, a interrogé l'un des 3 avocats qui ont pu rencontrer brièvement ces otages. Nous n'avons pas pu les rencontrer plus que 2 fois, ce qui est franchement dommage, puisque la dernière fois, c'était un véritable psychodrame. Ils avaient appris
la décision de renouvellement de leur mandat pour 1 mois, et certains ont manifestement très mal pris la chose. Ils ont été séparés de façon, je dirais, peu psychologique, et nous sommes arrivés dans une situation où nous avons dû, dépassant notre rôle, mettre un peu d'ordre dans ce charivari. Alors, il est clair que leur situation psychologique, pour l'instant, nous paraît meilleure, mais nous ne les avons plus vus. Hier, on nous a interdit de les voir. Mais je crois qu'il aurait été indispensable que les représentants français, je me permets de le dire, sans aucune prise à partie personnelle, fassent tout pour que dès le début, elles ne se trouvent pas confinées, ces personnes, et qu'elles puissent, dès le début, avoir un avocat de leur choix. Vous voulez dire par là que les autorités françaises n'ont pas fait tout ce qu'elles auraient dû? Je crois que les autorités françaises, pour le moment, ont compris la réalité et la gravité de la situation. Un médecin français les voit, et je dis heureusement, mais pendant 1 mois et quelques jours, la situation ne me paraît pas avoir été celle qui aurait dû être. En Bosnie, 5 obus de gros calibre sont tombés cet après-midi sur la ville musulmane de Tuzla, sans doute une riposte serbe au bombardement de Pro par les forces musulmanes. Hier, un bombardement qui avait fait 3 morts dans la population civile. En France, nouveaux incidents en banlieue la nuit dernière, plus précisément dans le quartier de la Madeleine à Évreux. Plusieurs dizaines de jeunes ont mis le feu à une grande surface qui longe la cité. Ils accusent ces jeunes, un vigile de ce centre commercial, d'avoir provoqué la mort de l'un de leurs camarades, David Nilo, un jeune homme de 23 ans surpris alors qu'il commettait un vol dans ce magasin samedi dernier. Le vigile aurait violemment frappé à la tête ce jeune Chilien qui est mort hier à l'hôpital de Rouen. Le vigile est toujours en garde à vue et 8 jeunes ont été interpellés hier soir. L'hebdomadaire La Vie et le quotidien Le Monde publient un sondage CSA qui confirme que les Français glissent de plus en plus vers l'indifférence religieuse. Le nombre des sondés qui s'identifient comme catholiques baisse sensiblement, 67% en 1994 contre 81% il y a 6 ans. Le noyau dur des catholiques pratiquants tourne actuellement autour de 10% des Français seulement. Précision avec Geneviève Moll. En 8 ans, la France a perdu près de 15% de ses catholiques, mais elle a gagné 1,5% de musulmans. Le pays se déchristianise, mais 6 Français sur 10 pensent que Dieu existe, même s'ils ne l'ont jamais rencontré. L'immense majorité d'entre eux, 89%, estiment qu'il n'est pas besoin d'avoir une religion pour bien se conduire. La notion de péché disparaît pour faire place à celle de faute morale. Pour 4 Français sur 5, les grandes décisions sont prises en fonction de leur conscience et non selon les préceptes de leur Église. Mais si les Français s'éloignent des églises, des croyances diverses et variées s'inscrivent aujourd'hui sur un fond bien chrétien. Ainsi, presque à égalité, ils croient en Jésus-Christ, Fils de Dieu, dans la résurrection du Christ, le pardon des péchés, l'immortalité de l'âme, les miracles, les prières exaucées, la transmission de pensées, l'envoûtement, la sorcellerie, les extraterrestres, les tables tournantes. Une liste à la Prévert qui illustre bien leur scepticisme à l'égard de l'intelligence, puisque 88% d'entre eux estiment qu'il y a des réalités que la science ne parviendra pas à expliquer. 21% des Français affirment croire au miracle, 15% à la sorcellerie et 1 Français sur 10 reconnaît croire aux prévisions des voyantes. Autrement dit, comme nous l'explique Daniel Hervieux-Léger, spécialiste de la sociologie des religions, la rationalité ne s'accorde pas toujours au modernisme. On pouvait imaginer que cette raison moderne éliminerait la croyance au surnaturel en éliminant le mystère du monde dans lequel nous vivons. Or, en fait, on s'aperçoit que ces sociétés modernes ne sont pas seulement des sociétés dominées par la science et par la technique, mais ce sont aussi des sociétés dominées par le changement, donc dominées par l'incertitude, et que dans cette situation d'incertitude, les hommes sont toujours à la recherche d'un sens qui leur permette de mettre de l'ordre dans leur expérience quotidienne. Et cette prolifération des croyances révèle le formidable besoin de sens que produisent nos sociétés complexes. C'était la foule des grands jours hier soir sur les Champs-Élysées pour tenter d'apercevoir l'éclipse du ciel. 200 000 manifestants selon le soleil, 200 000 selon la lune. Hélas, les nuages ont quelque peu perturbé le spectacle, mais celles et ceux qui avaient fait preuve de patience ont pu voir ce spectacle unique du rendez-vous du soleil et de la lune juste dans l'axe de l'Arc de Triomphe. Une telle configuration astrale ne s'était pas produite depuis le 13 mai 1733, mais il faut être inculte comme un rédacteur en chef sur France 2 pour ne pas savoir qu'à l'époque, l'Arc de Triomphe n'existait pas
encore. Prochain spectacle identique le 11 mai 2078, mais l'Arc de Triomphe ne sera-t-il point alors transformé en parking ? Ce phénomène était le plus visible sur la façade ouest du pays et c'est pourquoi Gilles Marinet et François Lambert sont allés passer leur soirée à Oléron. Sublime, forcément sublime, cette éclipse de soleil vue de la pointe de l'île d'Oléron. Sublime mais difficile, voire même dangereuse à capter à l'œil nu. Alors chacun y va de sa méthode et l'imagination est au pouvoir. Ça marche là, vous voyez bien? Oui, très bien. Et vous l'avez bricolé exprès l'engin? Non, non, c'est mon casse de soudure pour moi bricoler, c'est tout. Il y a aussi les partisans du sextant, très pratique avec ses filtres de couleurs. Et plus surprenant, les adeptes du disque laser. Et oui, un coup d'œil dans le centreur, bonjour les étoiles. C'est efficace le disque laser? Formidable, formidable. Putain, je suis pas dedans, voilà. Vas-y. C'est parti? C'est parti. Merci. Oui, très bien, monsieur, c'est formidable. Hein. Là, vraiment, ça préserve les yeux et tout. Hein. L'astronome, lui, connaît la musique. Il a renoncé à regarder le soleil en face pour utiliser un système de rétroprojection qui lui permet, c'est vrai, de suivre dès la première minute la progression du mangeur de soleil. Adieu cinémascope, vive l'efficacité. Je vois que ça a commencé parce que regardez ici, on voit un tout petit bout de dune qui est en train de... Vous voyez maintenant, regardez comme on voit bien le petit bout qui manque en bas. Il y a enfin celle qui s'offre un coup de cœur, munie de ses deux paires de lunettes. C'est quand même beau, une éclipse. Ça me fait complètement rêver, c'est hallucinant au-dessus de la mer, c'est magnifique. Magnifique, il n'y a rien d'autre à dire. Hier soir, Montpellier a éclipsé Lens en Coupe de France de football et Auxerre a éliminé les Canaries nantais. C'est donc une finale tout à fait inédite et surtout la fête de la jeunesse qui se déroulera samedi soir au parc. Yann Lavoie. Ils sont auxerrois, ils sont montpelliérains, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils ont plein de culots et ils vivront samedi leur première finale de Coupe de France. Une finale qui récompensera deux clubs qui ont opté pour une politique de formation. Deux clubs dirigés par deux hommes charismatiques, deux véritables bêtes de scène qui à leur façon occupent aussi le terrain. Loulou Nicolin lui a vu partiellement son équipe aller s'imposer à Lens. Ce petit arrière droit qui court vite et qui s'est centré s'appelle Ali Carté. L'avancante montpelliérain qui ouvre le score s'appelle lui Sanchez. Ali Carté et Sanchez sont guère plus jeunes que Carotti qui inscrira lui un peu plus tard le second but. À Montpellier, ils ont entre 19 et 23 ans et ils forment l'ossature de l'équipe de France Espoir. À Auxerre, on a compris depuis longtemps que la jeunesse est un bon investissement. Verlat, l'unique buteur du match d'hier, est hollandais, mais il a très vite appris le bourguignon. Il s'est fondu dans le moule. Un moule dont est issu Charbonnier, le suppléant de Bruno Martini, un remplaçant haut de gamme. Auxerre-Montpellier samedi, le parc va prendre un sacré coup de jaune. La coupe sourira aux plus audacieux, mais qu'ils soient auxerrois ou montpelliérains, soyez sûrs qu'ils sauront la fêter comme il se doit. Fidèle à la dure loi du spectacle, le grand cirque de la Formule 1 tient chapiteau à Monaco ce week-end. 10 jours après la mort d'Ayrton Senna, le cœur n'y est pas vraiment chez beaucoup de pilotes et les essais se déroulent dans une ambiance tout à fait particulière. Reportage Laurent-Frédéric Bollet. Après Imola, voici Monaco. La course continue et les écuries de Formule 1 sont arrivées en principauté. Tout est en place pour accueillir les acteurs, pilotes, mécaniciens ou dirigeants. Demain, sur cette même rue où les voitures roulent à 50 km/h, passeront des bolides à 250 km/h. L'atmosphère est pesante, Imola est encore trop proche. Gerhard Berger a souhaité parler aujourd'hui. Berger, ami de Senna, compatriote de Ratzenberger. Berger, victime lui aussi d'un grave accident à Imola en 89. Sa Ferrari avait pris feu. Berger qui ne raccroche pas, qui continue lui aussi, mais c'est comme si un ressort s'était brisé. Si un jour je sens que ma concentration n'est plus suffisante, alors je sais que j'arrêterai de courir. Outre Berger, Damon Hill s'est également exprimé. Le seul pilote Williams engagé veut que les problèmes de sécurité soient réglés, peut-être dès vendredi, lorsque les pilotes se réuniront. Dans le même temps, Max Mosley et Bernie Ecclestone, depuis l'Angleterre, indiquent que Senna aurait été tué par l'une de ses roues avant, pendant l'impact. C'est possible, mais ça n'explique pas encore les causes véritables de l'accident d'Ayrton Senna. Ouverture officielle demain soir du Festival de Cannes. Nicolas Vinclair et Didier Dahan nous proposent une petite visite guidée du palais, baptisée le Bunker, et des coulisses du festival. Salut, tu vas bien? Il est parfois plus difficile de sortir du lit que de sortir des clichés. Bonjour, t'as bien dormi?
Réveille-toi, il fait un temps splendide. Des réveils comme celui-ci, au milieu de délicieuses nymphètes dans un palace cannois, ça n'existe, dit-on, que dans les films. Vous avez réservé avec 6 mois d'avance cette chambre avec vue sur la mer. Attitude pragmatique, car le festival, c'est un parcours entre stars, dandys et curieux qui commence souvent dans le hall des grands hôtels. Quelles sont les personnalités qu'on va pouvoir voir chez vous ces temps-ci? On va pouvoir, les stars sont déjà arrivées. Jeanne Moreau est arrivée dimanche et on a la chance d'accueillir cette année vraiment beaucoup de stars avec Valérie Krapinski, Jean-Claude Brialy, Richard Bohringer qui sont des fidèles. Vous ne faites pas de secret, hein, Pas de secret. Avant de monter les marches, presque tous descendront à l'hôtel. Catherine Deneuve, Clint Eastwood, Bruce Willis, Mel Gibson, John Travolta, Kathleen Turner ou Gérard Depardieu. Pendant 10 jours, ils feront la vie de la croisette et du festival, sous l'œil éternellement vigilant de cet homme. Cannes, à la fois sous le soleil et haute surveillance. 80 agents en tenue, 4 compagnies de CRS, 26 inspecteurs en civil. Comment est-ce que vous allez assurer la sécurité pendant le festival de Cannes? Eh bien, avec beaucoup de moyens, des moyens de l'État et des moyens locaux. Et je dirais la structure de base, c'est une réunion que je préside chaque matin et qui regroupe tous les acteurs principaux, le commissaire central, le commissaire des CRS, la police municipale, le festival du Palais. Un sacré déploiement de moyens, hein? Oui, oui, bien sûr. Moi, ce qui m'inquiétait par contre un peu plus, c'est le 12 et le 13. Nous sommes au cœur du palais, jour J-1. Dernier préparatif au service de presse. On attend plus de 4000 journalistes, 70 nations. Dès demain, Cannes deviendra le nombril du monde. 3 étages plus bas, Cannes enlève le haut. C'est presque une prolongation maritime de la cohue du festival, car on n'y vient jamais en toute innocence. Quand on s'expose à la lumière, c'est pour prendre à la fois du soleil et, sait-on jamais, quelques adresses. Quelles seront les plages cette année à Cannes où il faudra absolument bronzer, regarder, se montrer? La nôtre, exclusivement la nôtre. Les autres, vous préférez ne pas en parler? Pas le même sable, pas les mêmes vagues. C'est tout un art, non, de se montrer sur la plage à Cannes? C'est vrai que c'est tout un art, c'est beaucoup de travail. On a toute l'année pour se préparer, pour ressembler à une star pendant les 15 jours, même quand on n'en est pas. Et quand se lève la nuit, ne sachant plus si l'on en est au 7e art ou au 6e whisky, il arrive que le spectacle continue, même si l'on se dit que les rêves que l'on peut enfin toucher, ça n'existe que dans les films. Voilà, et à l'occasion de l'ouverture de ce festival de Cannes, Gérard Leclerc, qui est tout sauf bête, bien que rédacteur en chef, a invité pour ses 4 vérités demain à 7h50 Charles Gassot, le producteur qui a fait le plus d'entrées cette année grâce notamment au film De les Nuls. Dernier journal, 23h30 avec Catherine Sellac. Bon anniversaire à Haroun Tazieff, 80 ans aujourd'hui. Dans un instant, la météo, signée Sophie Davant. Gris et pluvieux au nord de la Loire, alternance d'éclaircies et de nuages au sud. Le week-end s'annonce instable et capricieux. Et puis, le point route avec Valérie Maurice. Les routes passablement encombrées actuellement autour de Paris. Je vous donne rendez-vous demain à 20h en vous laissant méditer cette pensée profonde. Apporter ses amis, nul ne devient bossu. À demain, merci.